Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente mes 10 techniques pour ne pas payer le PFU. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo qui s'adresse à tous les investisseurs particuliers qui veulent investir plus intelligemment. J'ai rassemblé 10 techniques concrètes que j'ai apprises au fil du temps. J'ai observé, j'ai testé, j'ai cherché les meilleures stratégies pour optimiser la fiscalité et donc j'ai pu mettre au point ces 10 stratégies pour éviter de payer la flat tax de 30%. Alors, petit disclaimer toutefois, si vous travaillez pour l'administration fiscale ou si vous pensez que l'optimisation fiscale est un péché mortel, cette vidéo risque de ne pas vous plaire du tout et donc je vous conseille de la quitter dès à présent. Pour tous les autres, restez bien jusqu'au bout parce que vous verrez que parmi ces 10 techniques, il y en a forcément une ou plusieurs que vous ne connaissez pas encore. Mais d'abord, un petit rappel sur ce qu'est le PFU, ce qui permettra de comprendre certaines techniques qui vont être présentées dans la suite de la vidéo. Le PFU, c'est le prélèvement forfaitaire unique, qu'on appelle improprement flat tax. Alors pourquoi improprement? Parce que ça ne concerne que les revenus du capital, alors que normalement une flat tax, ça devrait concerner tous les revenus, donc le PFU ne s'applique pas aux revenus du travail, par exemple. Improprement également parce qu'en fait, ce n'est pas une taxe unique, c'est une combinaison de plusieurs impôts. On aura un taux global de 30%, mais dans ce taux global, vous avez plusieurs impôts. Vous avez l'impôt sur le revenu à 12,8%, et puis vous avez plusieurs prélèvements sociaux qui vont avoir un taux global de 17,2%. Donc cela comprend la CSG au taux de 9,2%, la CRDS au taux de 0,5%, et le prélèvement social au taux de 7,5%. C'est important d'avoir cette petite distinction en tête parce qu'on va voir dans certains cas, notamment pour l'astuce qui concerne l'option pour le barème, il faut bien faire cette distinction entre impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et à l'intérieur des prélèvements sociaux sur la CSG, parce qu'on va voir que dans certains cas, une partie de la CSG peut être déduite des revenus. Alors voici mes 10 techniques, je les ai classées en 3 catégories avec un code couleur, vert, orange, rouge, selon leur degré de difficulté. Les vertes, ce sont les plus faciles à mettre en œuvre, les rouges, les plus difficiles, voire parfois avec des risques d'abus de droit, donc il faut faire bien attention à la façon dont on les met en œuvre, et puis orange, c'est une catégorie un peu intermédiaire. Certaines techniques touchent à la manière dont on va épargner, à notre style d'investissement, et puis d'autres sont plus liées à l'utilisation des règles fiscales et des niches fiscales. Alors je commence par les 4 premières techniques, 4 premières astuces qui sont liées au style d'investissement, c'est-à-dire à votre manière d'épargner, d'investir en tant qu'investisseur particulier. La première technique, ça consiste à préférer le buy and hold au trading. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout simplement de préférer l'investissement long terme aux investissements court terme, c'est-à-dire qu'il faut essayer de conserver ces titres le plus longtemps possible et éviter les achats-reventes réguliers. Pourquoi? Parce que à chaque vente, vous êtes susceptible de générer une plus-value imposable et le PFU va venir manger une partie de votre capital. Donc finalement, mieux vaut garder les titres très longtemps et éviter le trading, d'autant que le trading, beaucoup d'investisseurs particuliers perdent de l'argent avec le trading. Le buy and hold est une stratégie beaucoup plus sécurisante de ce point de vue-là. Deuxième technique, privilégier les ETF capitalisants aux ETF distribuants. Vous savez que vous avez 2 principaux types d'ETF lorsqu'on fait de l'investissement sur le marché action. L'ETF, c'est un panier d'actions. L'ETF, au niveau du dividende des actions, soit va les réinvestir, soit va vous les distribuer. Eh bien, il vaut mieux choisir un ETF qui réinvestit les dividendes, un ETF capitalisant, plutôt qu'un ETF qui va vous distribuer les dividendes, parce que si vous percevez les dividendes, eh bien, ça va générer l'imposition au PFU. Troisième technique, fuir les actions à dividendes. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'on appelle actions à dividendes? Ce sont des actions qui versent des gros dividendes. Pourquoi? C'est la même logique, ça va vous générer un flux de revenus qui sera soumis au PFU. Donc il faut éviter ce type d'actions qui versent des gros dividendes. Il vaut mieux opter pour des actions à croissance qui versent des petits dividendes. Moi par exemple j'investis sur Apple et Tesla. Apple verse un tout petit dividende et Tesla n'en verse pas du tout. Alors que si vous avez des actions qui versent des gros dividendes, ça vous génère à chaque versement du dividende un PFU. En revanche, si vous aimez la stratégie action à dividende, qui peut être une bonne stratégie, notamment lorsqu'on a dépassé un certain âge et qu'on souhaite prendre un petit peu moins de risques sur les marchés financiers, eh bien, je vous conseille plutôt de choisir des ETF capitalisants qui eux-mêmes investissent sur des actions à dividendes.
Alors sinon, quatrième technique, ouvrir un PEA et ou un PEA-PME, enveloppe dans laquelle vous pourrez loger vos actions à dividendes. Et là, les dividendes ne seront pas imposés puisque pour le PEA et le PEA-PME, on est imposé uniquement à la clôture ou au retrait. Et puis par ailleurs, ça vous permet d'éviter le paiement du PFU lorsque le PEA ou le PEA-PME ont atteint 5 ans d'ancienneté fiscale. En revanche, les prélèvements sociaux, eux, restent dus. Alors voilà pour les 4 premières techniques. Je suppose que vous êtes très nombreux déjà à les connaître et à les utiliser. Mais en voici d'autres qui sont un petit peu moins connues ou qui sont d'un maniement un peu plus difficile. Astuce numéro 5, l'utilisation du PERIN, le plan d'épargne retraite individuel. Avec un PERIN, les versements que vous faites peuvent être déduits de l'impôt sur le revenu et en contrepartie, quand vous êtes à la retraite, les retraits que vous effectuerez seront imposés à l'impôt sur le revenu, mais ils ne seront pas imposés au PFU. Souvent, le PERIN, le PER est avantageux pour une raison très simple, c'est que vous allez avoir une réduction d'impôt, ce qui équivaut finalement à un prêt que l'État vous fait, puisque vous paierez l'impôt plus tard quand vous serez à la retraite. Et le prêt que l'État vous fait, vous pouvez lui-même le faire travailler et les intérêts composés vont faire que le PERIN est généralement avantageux pour cette raison. Même si l'impôt que vous n'avez pas payé au début, vous le payez plus tard, on considère que grâce à ce prêt que vous fait l'État, le PERIN est avantageux. Mais il n'est avantageux réellement que pour des personnes qui ont un taux marginal d'imposition d'au moins 30%, voire 40%. Et par ailleurs, il faut faire aussi attention parce que dans l'enveloppe du PERIN, vous avez des produits qui parfois sont bourrés de frais. Et là, ça peut réduire à néant l'avantage fiscal que vous avez obtenu. Donc le PERIN est d'un maniement un peu difficile, faut quand même faire bien attention, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tous ses œufs dans le PERIN, mais c'est un outil qui peut permettre d'éviter de payer de façon intelligente le PFU. Sixième astuce, sixième technique, c'est l'utilisation des stablecoins. Alors ça, c'est plutôt pour les investissements crypto. Si vous êtes en crypto, que ce soit des bitcoins ou d'autres types de crypto, lorsque vous faites des ventes, si vous ne faites pas du buy and hold et que vous faites de temps en temps un peu de trading, eh bien, il ne faut surtout pas vendre en euros, contre des euros, contre de la monnaie fiat. Il faut vendre contre des stable coins. Pourquoi? Puisque la fiscalité française considère que tant que vous restez dans l'univers crypto, c'est-à-dire tant que vous vendez des cryptos contre d'autres cryptos, y compris des stablecoins, eh bien, ça ne génère pas une plus-value imposable. C'est une spécificité de la fiscalité française. C'est un des rares avantages de la fiscalité française par rapport à d'autres types de fiscalité dans le monde. Donc, il faut en profiter. C'est pas sûr que ça dure tout le temps. Septième technique, qui est aussi d'un maniement un peu délicat, qui est plutôt réservé aux contribuables qui ont des faibles revenus, c'est l'option pour le barème à l'impôt sur le revenu. Vous vous souvenez que le PFU est composé de 2 parties, une partie impôt sur le revenu et une partie prélèvements sociaux. Eh bien, vous pouvez faire disparaître la partie impôt sur le revenu en décidant d'opter pour le barème à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas-là, vous n'allez payer que les prélèvements sociaux et vous paierez un impôt sur le revenu plus faible qui correspond à votre taux d'imposition. Donc cette technique est intéressante pour des personnes dont le taux marginal d'imposition est soit de 0%, soit de 11%, soit de 30%. Pourquoi ça peut être intéressant aussi pour des personnes qui sont au taux marginal de 30%? Eh bien, c'est parce que lorsque vous optez pour le barème à l'impôt sur le revenu, il faut le savoir, et peu de gens le savent, une partie de la CSG est déductible de l'impôt sur le revenu, ce qui peut vous faire baisser de tranche, vous faire passer de la tranche de 30% à 11% selon l'importance de la plus-value que vous avez réalisée. La meilleure méthode finalement, c'est lorsque vous êtes juste un petit peu au-dessus de la tranche à 30% ou que si vous êtes à la tranche à 11 ou à 0%, eh ben c'est de faire une simulation. Vous regardez avec le simulateur d'impôt.gouv.fr qu'est-ce qui est le plus intéressant. J'en viens aux 3 dernières astuces, aux 3 dernières techniques. Alors attention, la numéro 8 est à la limite de l'abus de droit. Il faut la manier de façon très précautionneuse. Elle consiste à générer une moins-value temporaire. J'allais presque dire une moins-value fictive. Je m'explique. Le PFU est dû sur la plus-value nette que vous les avez réalisées au cours de l'année, c'est-à-dire qu'on va compenser les plus-values et les
moins-value. Donc, si vous faites une moins-value, vous allez pouvoir la déduire de la plus-value. De même, si vous avez une moins-value nette à la fin de l'année, vous allez pouvoir l'imputer sur les 10 années suivantes sur d'éventuelles plus-values. Donc, il peut être intéressant de temps en temps de générer une moins-value, notamment s'il y a un krach boursier, si vous souhaitez conserver vos titres mais qui sont temporairement en moins-value, et si les frais de votre courtier ne sont pas trop chers, et bien vous pouvez faire un achat-revente rapide pour pouvoir générer une moins-value, figer une moins-value que vous allez pouvoir utiliser. Alors, en droit fiscal français, ce n'est pas spécifiquement interdit, alors que certaines législations, notamment aux États-Unis, interdisent de faire ça, hein, qu'on ne peut pas utiliser des pertes si on rachète les mêmes titres dans les 30 jours. Donc c'est un petit peu dangereux si vous faites ça sur des gros montants et si vous achetez-revendez quasiment dans la même minute le même titre, ça pourrait être considéré comme un abus de droit. Si vous êtes un petit investisseur particulier que vous faites ça sur des petits montants, il y a un petit peu moins de risques, et pour éviter que ce soit qualifié d'abus de droit, dans l'idéal, il faut même peut-être même changer de titre. Donc ça peut être assez efficace comme technique, et pour éviter l'abus de droit sur des ETF. Parce que par exemple, si vous avez une forte moins-value sur un ETF S&P 500, ben vous pouvez très bien vendre cet ETF et puis en racheter un autre, mais d'un autre émetteur. Comme ça, votre opération n'est pas uniquement fiscale, et si l'administration fiscale vous interroge dessus, vous pourrez toujours dire que votre but n'était pas de générer une moins-value, mais de changer d'émetteur d'ETF. Donc dès lors que vous n'avez pas fait l'opération dans un but uniquement fiscal, ça évite de qualifier cela d'abus de droit. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette technique, parce qu'elle est peu souvent énoncée sur YouTube. En tout cas, je crois que je n'ai vu absolument personne qui en parlait, et pourtant c'est une technique qui me paraît très efficace. N'oubliez pas aussi, si cette vidéo vous a intéressé jusqu'à présent, de vous abonner à la chaîne. Cela me fera très plaisir et ça m'encouragera à partager mes réflexions, mes découvertes avec vous. Je termine par les deux dernières astuces. Faire des donations et s'expatrier. Ce sont des techniques qui sont un petit peu plus connues, mais qui pareil sont d'un maniement un peu difficile. Faire des donations, pourquoi? Parce que la donation permet de purger les plus-values. Quand vous donnez, la plus-value n'est pas imposée. En revanche, les droits de donation sont dus, certes, mais sur les donations, vous savez, vous avez des abattements importants de 100 000 € lorsqu'on donne à ses enfants, qui en plus peuvent se renouveler au bout d'un certain temps. C'est d'ailleurs une bonne technique lorsque on a un enfant en bas âge, plutôt que d'investir directement pour lui, eh bien, investissez sur votre compte titre et vous lui donnez quand il a 18 ans, ça permettra de purger complètement les plus-values. C'est d'un maniement un peu difficile parce que d'abord, il faut trouver une banque qui accepte de faire ce transfert de titres, c'est pas toujours évident. Et puis, deuxièmement, il faut faire une déclaration de don manuel à l'administration fiscale, donc il faut être sûr de ne pas se planter. Et vous pouvez éventuellement vous faire assister d'un notaire. Mieux vaut payer les honoraires du notaire et éviter toute difficulté avec cette opération, plutôt que de prendre le risque d'avoir un gros redressement fiscal. Dixième et dernière technique, eh bien, c'est l'expatriation dans un pays dans lequel il n'y a pas d'imposition sur les plus-values mobilières. Donc il y a beaucoup de pays qui n'ont pas ce type d'impôt. Donc dès lors que vous devenez résident fiscal de l'un de ces pays, eh bien lorsque vous ferez vos ventes, vous ne paierez pas le PFU, vous paierez 0% d'impôt. Attention, à partir de 800 000 € d'investissement, vous avez l'exit tax qui est possible de s'appliquer et qui vous oblige soit à payer un impôt sur les plus-values latentes, soit à demander un sursis de paiement qui peut tomber au bout de 2 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, vous avez un dégrèvement, une exonération finalement d'impôt sur vos plus-values réalisées ou latentes. Voilà donc pour ces 10 astuces, 10 techniques pour ne pas payer le PFU. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!